Alors, pour parler d'Emmanuel Macron, puisque c'est l'objet du livre, il en est où dans votre baromètre là, de détestation ou ça a beaucoup baissé parce que longtemps... Où est-ce qu'il en est ? Ça, c'est intéressant parce que longtemps, Emmanuel Macron avait Alors, il y avait les mauvaises opinions. Globalement, il a à peu près 60% de mauvaises opinions, mais il faut voir plutôt le côté de 40% de bonnes opinions, ce qui pour un président en fin de mandat est plutôt élevé. Mais longtemps, il avait un niveau de détestation qu'on mesure à travers le très mauvaise opinion qui montait presque à un tiers des Français, ce qui était très élevé. Et ça a baissé depuis le 12 juillet. Moi, je le date très précisément. Je pense que la dernière phase de la gestion du Covid lui a permis petit à petit de faire baisser la tension dans le pays à son égard. Et il arrive en fin de mandat avec un niveau de détestation profonde plutôt plus bas qu'il ne l'a eu pendant presque la totalité du mandat. Et j'en viens à une première question aux auteurs, parce que je pense que c'est la question essentielle. C'est est-ce que vous croyez vraiment que Emmanuel Macron est le président qui a été le plus détesté depuis J'aurais posé la même si j'avais pu la poser. Alors, mettons de côté Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, la guerre d'Algérie. Voilà, on a voulu l'assassiner. Je veux dire, nous, on le met pas sur le même plan. C'était en plus une autre personnalité. Mais de tous les présidents que moi j'ai connus, et j'ai travaillé depuis quelques temps, quelques heures de vol, j'ai pas connu un tel niveau de rejet. Il y a eu effectivement des manifestations fortes, contre Sarkozy, je me rappelle encore, même de mépris contre François Hollande. Mitterrand a suscité beaucoup aussi de rejet. Mais j'avais jamais vu jusque-là dans les manifestations la tête d'un président au bout d'une pique, des enfants tirer une guillotine sous les applaudissements d'une foule qui avait des lueurs de haine dans les yeux. Et au fond, on s'est rendu compte, parce que notre livre au début, on n'était pas parti pour faire cette histoire-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait dans ce pays, qui était fracturé, divisé, il y avait au fond contre le président de la République, plus que ce qu'il y avait avant, parce que c'est vrai qu'on est un pays monarchique et en même temps régicide, c'est-à-dire qu'on veut couper la tête du roi dès qu'on l'a dit. Oui, et ce qu'Emmanuel Macron théorise beaucoup aussi. Il théorise beaucoup là-dessus, mais il y a eu la vague populiste qui a balayé tous les pays, et puis quelque chose en plus, je veux dire, le début du quinquennat qui a marqué terriblement, tous nos interlocuteurs nous en ont parlé, c'est-à-dire à la fois la suppression de l'ISF, les APL, et puis les petites phrases. Du coup, le président des riches s'est télescopé avec le président du mépris. Et ça a marqué. Ça a marqué l'arrière-occiput. Tu as raison de le dire. Mais autant que Nicolas Sarkozy. Plus. Mais moi, beaucoup plus. Je trouve que je vois beaucoup plus. C'est là où j'ai une divergence avec vous. Oui, vous argumentez là-dessus. C'est intéressant parce qu'on a été l'un et l'autre à la tête du journal le plus anti-Sarkozy de France. Ah oui, ça, je me souviens bien, en 2007. Oui, mais moi, alors sincèrement, je n'éprouvais aucune haine d'aucune sorte contre Nicolas Sarkozy. Ça se passait pas, c'était pas au même niveau. Là, il y a... C'est physique, une haine physique. Maintenant, il faut préciser, et on le retrouve aujourd'hui, il y a grosso modo un bloc de 25% de Français qui est resté pro-Macron du premier jour de l'élection jusqu'au prochain jour de l'élection. Très bien, c'est très fort de sa part. Il a réussi ce coup-là. Et donc, il y a 75% plutôt contre. Dans ces 75%, il y a un bloc de haine. Pas tous, pas les 75%, mais il en est parfaitement conscient. Il vous le dit. Quand on est allé le voir, il ne savait pas de quoi on voulait lui parler. Il avait cru que c'était pour un entretien politique classique. Bon. Et quand on lui a dit le mot haine, c'est parti pendant 2 heures sans qu'on ait quasiment besoin de relancer. De la moindre relance. De temps en temps, on essayait de placer un mot, mais c'était pas facile. Donc, il en est parfaitement conscient. Donc, il dit les gens ont besoin d'avoir au sommet un responsable qu'ils peuvent détester, c'est ça. C'est ça. Ça fait partie de la catharsis française. Et ce qu'il dit aussi qui nous a beaucoup frappé, c'est au fond, j'ai appris qu'il ne fallait pas vouloir être aimé pour bien gouverner. Étonnante cette phrase quand même. Très étonnante parce qu'il ajoute, c'est un deuil. C'est dire la douleur que ça provoque quand même. Donc il arrive, selon vous, il arrive avec l'idée, il veut être aimé. C'est quand même un président. Il se rend comme tout le monde, je crois. Oui, mais en même temps, lui, on sait, il a quand même une dimension narcissique assez forte. Est-ce qu'il a envie d'être aimé des Français aussi ? Vous avez raison, parce que psychologiquement, le personnage est intéressant, parce que c'est extrêmement particulier. C'est un vrai solitaire. Oui. C'est quelqu'un qui vit et qui travaille et qui décide seul, qui prend des avis, des conseils, etc. Mais il est dans son palais de l'Élysée, dans ses 2 bureaux, et c'est là que tout se passe. C'est plutôt pas mal pour lui, visiblement, ce que les sondages disent aujourd'hui. Et en même temps, effectivement,
on a quand même l'impression qu'il a pris en pleine poire le fait que quelques millions de Français, que quelques millions de Français ont un rapport avec lui d'une violence incroyable. Alors, vous parliez tout à l'heure du général de Gaulle en le mettant à part, mais je me rappelle quand même l'épisode du Puy-en-Velay avec Emmanuel Macron dans la voiture. Si les policiers n'avaient pas été là, peut-être que l'affaire aurait plus mal tourné. Ça l'a traumatisé, ça. On en a reparlé avec lui, parce que certains avaient écrit qu'il avait eu peur. Les gilets jaunes, ça avait été pris à son convoi. Il avait eu peur au moment de ce voyage, puisqu'effectivement, il a été poursuivi pendant quelques mètres par des manifestations qui avaient précédemment, des manifestants qui avaient précédemment mis le feu à la préfecture. Et il nous a dit, ah non, c'est pas une peur personnelle. Mais ce qui m'a frappé, c'est au fond tous ces gens qui m'ont raconté que des habitants du Puy-en-Velay qui voyaient tous les jours et qui tout d'un coup s'étaient transformés et voulaient mettre le feu et les griller comme des poulets. C'était le mot qu'ils retire comme des poulets. On va vous retirer comme des poulets. On va vous retirer comme des poulets. Et je me suis dit nous raconte-t-il, qu'effectivement tout pouvait basculer, qu'il y avait un moment quelque chose qui montait dans ce pays, d'ailleurs ça touche le président de la République en premier, mais ça touche aussi tous les représentants d'un pouvoir quel qu'il soit, les journalistes aussi, nous, mais les politiques à quelque niveau qu'ils soient, et puis même les scientifiques, les épidémiologistes. Dans l'affaire du Puy-en-Velay qui va rester dans l'histoire, parce que c'est d'une violence incroyable, il nous affirme, c'est pas sûr qu'ils disent la vérité, il nous affirme qu'il s'est pas rendu compte quand les gens ont couru après sa voiture, qui s'en est pas rendu compte, donc il n'a pas eu peur, mais effectivement qu'il a été traumatisé totalement par cette phrase, nous dit-il, de citoyens qui connaissaient. Et essentiellement, il s'adressait à des femmes qui connaissaient, ils allaient remplir leurs papiers pour leur carte d'identité, etc. On va vous retirer comme des poulets. Et là, il s'est effectivement rendu compte que ça allait très mal dans le pays. C'est là qu'il se prend en pleine face le fait qu'il y a des gens qui le détestent dans ce pays. À votre avis, c'est là que vous datez le fait que ses yeux s'ouvrent sur cette réalité ? Oui, parce qu'en plus, il rentre sur Paris, et puis Paris est en émotion. C'est la fameuse semaine après le triomphe. Et certains autour de lui, pas lui, affirme-t-il, pensent même que ça peut basculer. Que si ces émeutiers se disaient on va sur l'Élysée, est-ce qu'on pourrait les retenir ? Certains responsables de la police nous ont même dit qu'ils interrogeaient les commissaires en leur disant est-ce que vous êtes sûr de vos hommes ? Est-ce qu'ils vont pas flancher au dernier moment et les laisser passer s'ils décident d'attaquer l'Élysée ? Lui, il dit qu'il pense pas que la République a vacillé. Nous, c'est pas ce qu'on nous a dit. Sa sécurité a dû apprendre à éviter qu'il retourne la voiture de police quand même. Donc la sécurité, elle a pris la mesure de la situation. On fait une pause, on continue à parler de ce livre passionnant, Macron, pourquoi tant de haine ? Confidence au cœur du pouvoir chez Albin Michel, avec Nicolas Doménac, Maurice Safran et Bruno Jeudi. À tout de suite dans Punchline. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Maurice Safran, Nicolas Doménac pour le livre Macron, pourquoi tant de haine, et avec Bruno Jeudi de Paris Match. La campagne présidentielle, alors il n'est toujours pas candidat, pas de doute qu'il le sera évidemment. Il a intérêt à rentrer plutôt dans l'arène ou pas, Maurice Safran ? Quand on voit ce qui se passe, et on évoquait Valérie Pécresse, la guerre entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Quand vous dites qu'il n'est pas candidat, nous, la personne qu'on a vue, quand même, c'était il y a plusieurs mois. Octobre-novembre. Était déjà... Dans sa tête, il a plusieurs, je sais pas, peut-être plusieurs. En tout cas, il était dedans, déjà. Il était dans le combat. Il était vraiment affûté, mais de manière absolument incroyable. Je laisse Maurice. Non, mais maintenant, vu ce qui se passe à gauche et à droite, vu la situation des LR, vu la situation des différents candidats de gauche et la puissance extrême des deux candidats d'extrême droite, qui l'un ou l'autre au second tour lui assure la victoire. Effectivement, tactiquement, il n'a aucun intérêt à sortir du bois. Maintenant, il ne faut pas que les Français, à un moment, lui reprochent de se planquer. Voilà, c'est toute la question. Maintenant, il faut bien voir, Bruno le confirmera, c'est une question de jour. Ça se joue de toute façon dans les jours qui viennent maintenant. De toute façon, on sait que ce ne sera pas cette semaine. La semaine prochaine. Clair, donc c'est la semaine prochaine. Ou la suivante. Ou le début de la suivante. Il y a encore une petite fenêtre de la chose qui serait vraiment là, l'extrême minute. Mais au fond, peu importe. Il a déjà fait le choix de démarrer tardivement, puisque c'est vrai que cette question s'est posée. Et il y a certains qui lui avaient suggéré de démarrer dès le mois de décembre. Ensuite, on lui a suggéré de jouer plutôt dans l'élan du début de la présidence européenne. Bon, finalement, il a remballé son matos.
Et la vague Omicron plus la crise en Ukraine ont fini par rendre plus compliqué une candidature. Moi, j'ai le sentiment qu'au fond, finalement, ça peut l'arranger. Parce que je suis pas sûr qu'il ait un projet si construit que ça derrière. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même le changement dans la continuité qui va nous dessiner sur l'ère du j'ai pas pu finir tout ce que j'avais prévu parce que entre la vague sanitaire et les gilets jaunes, j'ai quelques excuses à faire valoir. Donc au fond, on est plutôt sur cette vague-là. Après, comme tous les présidents sortants dans sa situation, c'est est-ce que c'est Mitterrand 88 ou Giscard 81 ? Au fond, c'est un peu la question. On a le sentiment que ça va plutôt être Mitterrand 88 que Giscard 81. Mais enfin une campagne reste une campagne. Moi, je trouve quand même qu'il se donne du mal à cisailler Pécresse. Donc c'est bien le signe qu'elle est quand même un danger. Mais ça pose deux problèmes quand même stratégiques, le fait de repousser sa déclaration de candidature, son officialisation. Un, c'est que tous ceux qui piaffent autour de lui peuvent se déchirer. Ce qu'ils ne feront pas quand la campagne sera commencée, parce que là, ils seront dans la bataille et il décidera de tout. Là, vous avez quand même des entourages, et moi, je suis frappé par la mise en cause d'Alexis Collère un peu partout, parce que c'est lui qui tente, au fond, de tout manager. Oui, le secrétaire général de l'Élysée. Seconde question très intéressante, je trouve, c'est le rapport aux Français. Je veux dire, comment, médiatiquement, il va faire, puisqu'il va y avoir une exigence qui est des débats. Lui ne peut pas débattre avec tous, donc comment va-t-il s'y prendre pour dire je ne fuis pas les débats, j'assume, on ne va pas m'accuser de manquer de courage, mais bon, je prends X, Y, Tartampion, Valérie Pécresse ou quelqu'un qui d'autre. Il va choisir donc à ce moment-là, ça pose un problème. C'est le fait du roi, là. Moi, je suis très sensible à ce que dit Bruno sur deux points. Le seul adversaire qui puisse faire chuter Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Personne d'autre. S'il fait une bonne campagne, il y a très peu de chances qu'il puisse perdre. Alors maintenant, il peut faire des erreurs, il peut se faire des croche-pieds, etc. Il peut faire simplement une campagne sur son bilan, ça peut être catastrophique, mais le seul vrai adversaire d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Ensuite, il continue de prendre Valérie Pécresse au sérieux. Il pense, et les gens de l'Élysée pensent qu'elle fait pour l'instant une très mauvaise campagne, mais que la seule candidate qui n'est plus la mieux placée au second tour, mais la seule candidate qui puisse le mettre peut-être en danger au second tour, c'est Valérie Pécresse. Ce qui explique qu'il va la cogner jusqu'au bout. Ah oui. Absolument jusqu'au bout, parce qu'il veut éviter Pécresse, parce qu'il y a un risque sur 10 ou 2 risques sur 10, mais 2 risques qui existent. Et il ne veut pas le courir, ce risque-là. Mais il ne peut pas décider de ne débattre qu'avec elle. Enfin, ce serait totalement antidémocratique. Je pense que de toute façon, on verra. Est-ce qu'il pourra échapper au débat de tous les candidats ? J'en sais rien, ça va être compliqué. Bon, à la queue leu, ils l'ont déjà fait en 2012. Ça, c'est pas un débat, alors. Non, c'est pas des débats. C'est des mini-débats, mais pas de débat. Je pense qu'il fera plutôt tout pour essayer d'éviter tous les débats. Et lui, le seul débat qu'il veut, c'est le débat avec les Français. Donc, il va nous refaire du grand débat. Il fera toutes les émissions avec les Français. Toutes les émissions avec les Français, il va adorer. Puis, il va faire des grands débats partout en France dans le temps de campagne qu'il y aura. Moi, je pense qu'il va plutôt chercher à éviter les débats. On verra. Alors après, les autres vont faute de débat avec tous les candidats, ils vont devoir en faire. Et je pense que Valérie Pécresse, ça va changer son fusil d'épaule, à mon avis. Il faut qu'elle débatte. Elle va débattre maintenant. Elle va accepter le débat avec Marine Le Pen, voire avec Zemmour. Donc non, ça on est dans un système qui est très vicié. Parce que lui, de mon point de vue, Nicolas n'est pas tout à fait d'accord. Mais il ne peut pas accepter le débat à 1 contre 6 ou contre 7. Par contre, il peut parfaitement accepter 5 débats ou 6 débats. Avec des individualités. Avec des individualités. Mais là, c'est les autres qui vont dire, mais le président, il a 5, 6, 7, 8 heures, quand nous, on en a 2. Donc c'est un système qui est très compliqué. C'est intenable. Il y a une question que je vais vous poser à Nicolas, peut-être, ou Maurice, parce que dans votre livre, il y a un élément important, parce que c'est cette histoire de haine, il arrive à la retourner un peu, notamment après le puits, après son intervention de décembre, les 11 milliards de décembre 2018. Le grand débat, est-ce que vous savez comment l'idée lui vient ? Alors, le grand débat, c'est cette série de rencontres. Ces séries de rencontres avec les élus. Avec les élus, 5-6 heures. C'est quand même le moment où il retourne où il épuisait absolument tout le monde. Il était très seul. Alors, François Bayrou vous dira que c'est lui. Oui. François Bayrou ne vous dira pas. François Bayrou vous dit
que c'est lui. Oui, je pense qu'effectivement, il a dû y participer, mais je crois que c'est lui tout seul quand même, contre tous les autres. Oui, qui lui disait surtout n'y va pas. Surtout n'y va pas, parce que... Oui, moi, je suis dans le bureau quand il en parle, avec 3 ou 4 journalistes, c'est un peu le moment où il renoue avec les journalistes, et là, ils sont blêmes autour de lui, Kohler, Sibeth Ndiaye, il y a Ismaël Emelien, ils sont blêmes, lui, il est là, bien sûr, je vais faire ça, ils ont même pas eu idée, enfin, il bâche devant nous, c'est assez violent. Je me suis toujours demandé comment était née cette histoire. Ferrand et Castaner, qui ont de l'influence politique, hein. Ferrand et Castaner étaient contre. Hein. Oui. Et il tire argument, vous connaissez sa psychologie, le fait qu'ils soient tous contre, ça le fait un peu jubiler, et enfin, en tout cas, ça l'excite intellectuellement, le fait de les provoquer, vous allez voir qu'on peut réussir quelque chose de grand. Et le premier grand débat, ça les a tous époustouflés, quoi. Le fait qu'ils puissent tenir, c'était combien, 6 heures, je crois, quelque chose. C'était chez Le Cornu. Chez Le Cornu. L'autre mystère pour moi, c'est que ça a été une réussite exceptionnelle, mais ça ne l'a pas rapproché des Français quand même affectivement. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelqu'un hyper doué, formidable, qui les a bluffés. Je connais tous les dossiers. Hein, extraordinaire. À part Dominique Strauss-Kahn, il n'y en a pas d'autres à ce niveau-là. Mais en même temps, le lien affectif n'existe pas. N'était pas terrible. Est-ce que les dernières déclarations sur je vais emmerder les non-vaccinés, ça a refait une petite poussée de haine dans le pays, Maurice Safran? Il y a des avis divergents sur emmerder, parce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est pas un dérapage, que c'est pas une petite phrase, que c'est politique, que c'est réfléchi, que c'est choisi, que 90% des Français sont vaccinés, que donc c'est bon, voilà. Moi, j'ai vu c'est intéressant parce que j'ai vu des ultra-macronistes très choqués par le mot. Très choqué par le mot, effectivement, cette idée qu'un président ne doit pas parler comme ça, même si on est pour ce président. Donc il y a eu... C'est quand même un choix qui est extrêmement dangereux, je crois. Mais il faut qu'il fasse attention, parce qu'il y a le président, puis il y a tous ceux qui gravitent autour de lui. Quand Clément Beaune parle du convoi dit des libertés comme du convoi de la honte, ils peuvent pas dire, eux qui sont tout là-haut, ils peuvent pas employer des mots comme ça, qui représentent la République, ils doivent dire qu'ils comprennent et qu'ils sont en désaccord total, qu'ils se trompent, ceux qui sont, etc. Mais pas les traiter avec le mépris comme si c'était des gueux. Ça veut dire que le mépris est toujours là? Ce fameux mépris qu'on lui a tout reproché depuis le début du quinquennat. Ils n'ont pas suffisamment pris conscience encore, au fond, de ce qu'on leur reproche, et parfois à juste titre. Mais ça va être d'autant plus compliqué pour eux de mettre les pieds sur terre, que ça marche formidablement bien pour l'instant. Tout le monde reconnaît qu'il y a une chance sur 2 que Macron soit réélu, ou 2 chances sur 3. Donc tous ces jeunes gens qui n'ont pas forcément les pieds sur terre, la situation actuelle, il faut absolument qu'Emmanuel Macron les fasse redescendre, parce que sinon ça peut être compliqué. Mais là, dans une élection, il faut gagner et aussi être aimé des Français. Et quand il dit « j'ai appris qu'il ne fallait pas pouvoir ne pas être aimé », là, il va falloir qu'il se remette dans l'arène et être à nouveau aimé des Français, Nicolas Deménac. Vous avez raison, c'est un de ces défis, et ce que ça implique de comprendre pourquoi et comment le lien ça a pu se rompre. À quoi il s'était engagé. Prenons l'exemple de la bienveillance. À quel moment il a perdu ce talisman-là, qui était quelque chose de formidable, hein, qui était non seulement la campagne de 2017. La campagne de 2017. On ne hue pas les adversaires dans les... On ne siffle pas, mais mieux encore, on les respecte. Hein. Ça veut dire qu'on en parle d'une certaine façon. Donc il va falloir repolir le message, le refaçonner, le refabriquer. C'est difficile. Hein. Un autre exemple, très rapidement, le parler vrai. Il en était l'héritier, rocardien. Il a aussi un des héritiers de Rocard, même s'il y a du chevènement beaucoup plus dans lui. N'empêche que c'était lui. Bon, on a bien vu pendant l'épidémie que on s'était assis dessus, hein, sur le parler vrai pendant quelques temps. Alors après, on s'est rattrapé. Ouais. Hein. Après, sur TF1, il a dit « j'ai appris à aimer les Français ». Voilà. J'aimais la France, j'ai appris à aimer les Français. C'est par ce chemin-là qu'il faut qu'il retourne... Cette phrase, pour bien gouverner, il faut accepter de ne pas être aimé. C'est une façon de vouloir pure construction pour se protéger. Il sait, lui, qu'il est plus intelligent que nous, Macron. Il sait qu'il a raté sur ce terrain-là. Donc, il se construit un système pour se défendre, pour se protéger. Qui assure dans différentes rencontres que vous avez eues avec lui, puis vous connaissez très très bien l'univers macroniste, qui assure la connexion, en fait, avec lui la France du réel, enfin, la connexion entre le président son et la épouse, France comme on le dit beaucoup. Qui sont ceux qui, selon vous, parce qu'on en cite beaucoup, mais enfin, on voit bien les vrais macronistes sont pas des gens très populaires, hein, par ailleurs. Hein. Il y a
au sein même de l'Élysée, il y a vraiment deux sensibilités. Il y a vraiment une sensibilité techno ultra-rocardienne, pour simplifier, et une sensibilité plus franco-terrienne de gens proches de Chevènement. Et je crois qu'il joue beaucoup sur ces deux groupes qui ne se supportent pas, qui se voient très peu, mais qui lui donnent différents capteurs. Et son épouse qui joue encore un rôle politique éminent près de lui. Oui, elle est essentielle. Hein. Elle est essentielle. Mais il a aussi, moi ça me surprend souvent, vous rencontrez des élus de base, un maire de Tartampion, enfin d'endroits étonnants, qui lui envoie des SMS et à qui il répond. Des députés aussi qui lui font des rapports, des retours de marché, comme ils disent, assez fréquents. Comme il dort très très peu, il dort de, c'est ça, 3 heures, 3 heures et demie. Il entretient comme ça des réseaux avec une vraie question, qui nous a habité pendant tout ce travail-là, qui est comment a-t-il pu à ce point louper la CFDT et le rapport avec les corps intermédiaires. À mon avis, sans doute un chantier pour le second. Ça va mieux avec la CFDT. Affaire à suivre. Merci beaucoup Maurice Safran, Nicolas Domenac. Macron, pourquoi tant de haine? Au cœur du pouvoir, confidence au cœur du pouvoir chez Albin Michel. Merci à vous, merci, bon jeudi. Bonne soirée sur Europe 1. On se retrouve demain à 18h pour Punchline.